La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver au sommaire de votre édition, le sommet international sur le climat, la COP26. Le Togo fait le bilan de sa participation, revise les engagements pris et se donne les moyens pour l'atteinte des objectifs. Nous faisons le point complet dans cette édition. Au sommaire également, les bonnes pratiques en médecine d'urgence et de sauvetage au combat. Le personnel médical et paramédical des FAT en fait une priorité après 2 semaines de formation. Nous vous proposons ici les temps forts de la cérémonie de clôture. Messe de requiem pour Maître Apollinaire Yaouvi Agbouibo. Ce matin, ensemble avec le clergé, famille, amis, collègues, ont prié pour le repos en Dieu de l'illustre disparu. Nous serons à la paroisse Inquisito de Douma-Cessé à Lomé, 20h01 à Lomé. Bienvenue dans cette édition. Direction tout d'abord la présidence où cet après-midi, le chef de l'État, Faure Sozimna Gnassingbé, a reçu en audience le Premier ministre guinéen Mohamed Bouavougui. Ce dernier est porteur d'un message du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. L'évolution de la situation socio-politique dans ce pays était aussi au cœur des échanges. Nous l'écoutons à sa sortie de l'audience. J'étais venu porteur d'un message du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, auprès du président du Togo. C'est un message fraternel, un message pour informer le président de l'évolution paisible de la situation en Guinée et montrer que nous faisons des progrès dans notre marche vers la refondation du pays et que tout ce que le CNRD avait dit qu'il fera, il le fait, et qu'en Guinée règne la paix, règne la quiétude, et le président nous a très bien reçus, a pris note des progrès que nous faisons et nous a encouragés à continuer dans cette voie et à faire en sorte que la paix, la quiétude et la concorde et l'entente règnent dans notre pays. Les pays les moins avancés face à la crise liée au Covid-19, le constat ici révèle que les économies ont été fragilisées. Il faut agir et vite en définissant de nouvelles stratégies pour relever certains défis. La ministre secrétaire générale de la présidence, Sandra Blamba Johnson, était alors la porte-voix du Togo lors du sommet de haut niveau initié par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international en partenariat avec le Bureau des Nations Unies pour les pays les moins avancés. Le résumé des travaux avec Ramdan Bassina. Le Togo fait partie des pays les moins avancés. Il s'est donné les moyens de sortir de ce tableau peu reluisant. Pour transformer structurellement son économie, le pays a élaboré son plan national de développement et sa feuille de route gouvernementale 2020-2025. C'est ce que la ministre secrétaire générale de la présidente de la République, Sandra Blamba Johnson, expose à cette réunion de haut niveau. Elle est initiée par la Fondation pour les études et recherches sur le développement international et le Bureau des Nations Unies pour les pays les moins avancés. En 2017, le gouvernement a adopté un plan national de développement qui vise naturellement la transformation structurelle de l'économie et qui est axé sur une croissance inclusive, créatrice de l'emploi et naturellement prend en compte les questions relatives à l'environnement. Malheureusement, la crise sanitaire, comme vous le savez, a eu un impact sur la plupart de nos pays. Elle a renforcé la vulnérabilité de nos États, d'où l'adoption en 2020 de la nouvelle feuille de route qui met en exergue le volet social. Aujourd'hui, nous y travaillons activement et je peux vous dire que le gouvernement a mis comme premier objectif de travailler sur les réformes. Vous le savez très bien, le Togo a énormément travaillé sur les réformes relatives à l'amélioration du climat des affaires. Pour le Togo, il faut d'abord compter sur les ressources locales, d'où la nécessité de faire des réformes pour attirer les investisseurs, le rôle important du secteur privé à la croissance économique de nos États,
et donc considérer que les appuis des partenaires techniques et financiers permettront de consolider ces acquis de l'État. Si malgré la crise sanitaire liée au Covid-19, le Togo a su garder le cap, c'est grâce à plusieurs facteurs. L'engagement personnel du chef de l'État et la détermination du gouvernement a traduit dans les faits cette vision. Aujourd'hui, ces réformes que nous sommes en train de mener, on a permis également aussi, je dirais, d'une manière assez efficace, la crise sanitaire. En quelques jours, nous avons pu mettre en place un outil digital assez innovant. Je vais parler du programme Novici, qui a permis quand même de répondre de façon assez pragmatique à la situation des populations rendues vulnérables avec la crise sanitaire. Donc pour nous, aujourd'hui, cette vision portée par le chef de l'État qui consiste à faire des réformes et à pouvoir réaliser les ambitions qu'au projet de pays, pour moi, aujourd'hui, est une réalité et elle est évidente. À cette réunion de haut niveau, les pays les moins avancés plaident pour de nouvelles mesures de soutien. Les réflexions menées dans les différents panels vont être mûries pour atténuer les effets de la crise sanitaire sur les économies nationales. Les efforts du Togo sont salués par les acteurs de développement comme pays modèle. Et nous ouvrons à présent le chapitre environnement de cette édition avec tout d'abord cette rencontre des acteurs clés qui ont pris part à la conférence internationale sur le climat, la COP26. Au nom du Togo, ce matin, les délégués pays font le bilan de la participation togolaise, revoient les engagements pris et définissent les priorités, le point des travaux avec Christine Petiki-Aloudé. Mondial sur les 20 prochaines années devrait dépasser le seuil de 1,5 degré Celsius. L'accord de Paris sur le climat invite à maintenir la température de préférence à 0,5 degré d'ici à 2100. La COP26, ce rendez-vous mondial sur le climat, le Togo y a pris une part active. L'accord de Paris avait recommandé à ce que les pays puissent refuser chaque 5 ans leur CDN, ce que le Togo a pu faire cette année, et le Togo a eu à rehausser ses ambitions en passant de 11% à 20%, ce qui constitue déjà une volonté manifeste du Togo de contribuer à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce à quoi il fallait s'attendre et nous l'avons obtenu, c'est des annonces, c'est des promesses, c'est des engagements, c'est des perspectives pour accéder le plus facilement possible aux mécanismes de financement. D'ici à l'horizon 2030, le Togo est déterminé à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20,56% volontairement et de 30,06% additionnels, soit une contribution globale de 50,57%. Des engagements ambitieux réalisables avec le soutien des partenaires. Et c'est l'occasion aussi de féliciter le Togo qui s'est engagé pour réduire les gaz à effet de serre à l'horizon 2030 d'au moins 50%. Je crois que c'est quelque chose à souligner et qui est extrêmement rare. Le défi maintenant, c'est de mobiliser les ressources. Nous allons continuer notre accompagnement. L'outil approprié pour la mise en œuvre des engagements du Togo visant à faire progresser l'action climatique reste la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Elle consacre une part importante à la protection de l'environnement. Et que disent alors les études réalisées dans les zones semi-arides face au changement climatique au nord du Togo? Je vous épargne ici des résultats, mais retenez tout simplement que ces études viennent donner plus d'éléments pour lutter contre l'appauvrissement des sols. Le résumé des travaux avec Arlette Lerimpo, Solange Amandé, commentaire Yata Ratem. Diminution de la productivité agricole, la perte de la biodiversité, des conséquences directes de la dégradation des terres. Le phénomène se ressent dans les zones du nord du pays. Des enquêtes menées sur le terrain ont permis de recueillir des informations au niveau des populations sur ce qu'elles sont en train de vivre actuellement. On a fait 2 ateliers régionaux, un à Dapaon et l'autre à Kara, et également des consultations locales qui consistent à rencontrer les populations qui sont confrontées aux problèmes de dégradation des terres au quotidien. Leur demander comment ça se manifeste en termes d'appauvrissement du sol, en termes de la médiocrité des récoltes, de la production agricole et comment elles procèdent elles-mêmes pour faire face à cette difficulté. Donc en prenant toutes ces informations, nous leur avons dit comment ensemble nous pouvions régler le problème. Suite à ces concertations avec les populations, ce document de projet de gestion durable des terres et des écosystèmes semi-arides du Nord Togo a été élaboré et soumis à validation.
L'initiative à l'actif du ministère de l'Environnement. Puisque les terres ne sont pas actuellement très productives, il faut trouver d'autres activités qui puissent vraiment apporter autre revenu à la population. Il faut restaurer les terres déjà dégradées et préserver celles qui ne sont pas encore dégradées. Il faudrait renforcer les capacités des acteurs à mieux gérer les terres qui sont sujettes à la dégradation. Le projet répond aux priorités nationales et contribue à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025 avec pour ambition d'atteindre 25% de couverture forestière, d'améliorer les rendements agricoles et répondre aux risques climatiques majeurs. Et pendant ce temps, à Daoudé, dans la Soli, un consortium d'agronomes et de vétérinaires a trouvé un moyen juste pour lutter contre les changements climatiques. Il a juste mis en place une forêt communautaire qui joue bien son rôle. Les précisions avec Nestor Moussou. La forêt communautaire de Daoudé, dans la préfecture d'Assoli, s'étend sur une superficie de 30 hectares. À travers le projet renforcement de la résilience des communautés locales par une gestion durable et concertée des écosystèmes forestiers et des terres, le consortium agronome et vétérinaire sans frontières apporte son assistance pour consolider cet acquis. Ce projet de AVSF s'intègre dans le PALCC, programme d'appui à la lutte contre les changements climatiques conçu par le gouvernement togolais et financé par l'Union européenne. Nous avons initié avec les communautés des actions de reboisement, des actions de réparation, et par endroits là où les champs avaient avancé jusqu'à entamer la forêt, des efforts ont été faits auprès des agriculteurs pour qu'ils cèdent ces parcelles-là au bénéfice de la forêt. Notre projet s'est préoccupé d'amener les communautés à garder intactes et gérer de façon durable des forêts communautaires. Les activités du projet ont commencé il y a 3 ans. Si la population a adhéré à cette initiative, c'est parce qu'elle a compris l'intérêt. Le pourquoi on a créé la forêt communautaire, on voit que si on laisse comme ça, il y aura la dégradation. Il y a le désert qui avance. C'est pourquoi on veut créer la forêt communautaire. Et la forêt communautaire aussi, s'il y a assez d'arbres, ça nous apporte de la pluie. Pour la protection de la forêt, nous avons prévu faire les pare-feux, mettre les limites. En dehors de la fourniture des plans, de l'appui en formation et en matériel, le consortium agronome et vétérinaire sans frontières accompagne la population de Daoudé pour les activités génératrices de revenus. Il s'agit de maraîchage, il s'agit aussi de l'apiculture, mais aussi de la transformation des produits forestiers non ligneux, menés par des groupes que nous avons appuyés à créer, à accompagner. Dans la région de Nakara, AVSF a contribué au renforcement de 3 forêts communautaires. En plus de Daoudé, il y a donc la forêt communautaire des Foulo, toujours dans la préfecture d'Assoli, et la forêt de Katandjala d'Ambassa. La suite de votre édition avec les projets de mécanisation de l'agriculture togolaise qui sont aujourd'hui soutenus par bien d'autres initiatives. Tout de suite en image, vous verrez des tracteurs agricoles mis à la disposition des coopératives du Bambono à travers le projet PND Agri Mécanique Plus. Plus de détails avec Carmen Madji à Capo. De la machine pour remplacer la force humaine dans les champs. Le Togo est en route pour la mécanisation de son secteur agricole. 3 tracteurs sont ici mis à la disposition des coopératives du Bambono. Et c'est pour le compte du projet PND Agri Mécanique Plus. Le projet veut faire de l'agriculture le moteur de la croissance économique du Togo, comme décliné dans l'axe 2 du Plan national de développement PND 2018-2022. C'est une chance, ça nous permettra de faire facilement les labos aux agriculteurs pour qu'ils puissent avoir de meilleurs rendements. Ça va nous permettre aussi d'avoir de l'argent pour pouvoir payer le remboursement. Le projet PND Agri-Mécanique Plus est porté par la Consato, Coopérative nationale des services agricoles du Togo. La fédération compte mettre à la disposition des agriculteurs togolais 100 tracteurs d'ici à 2022 et créer 1000 entreprises agricoles à l'horizon 2025. PND Agri-Mécanique Plus est un projet de Consato qui a pour objectif de valoriser le secteur de mécanisation agricole et d'accompagner les membres de Consato dans l'acquisition des engins agricoles. Puisque aujourd'hui, on parle de mécanisation, il faut ça pour pouvoir atteindre l'autosuffisance alimentaire.
L'agriculture emploie aujourd'hui 96% des ménages ruraux avec près de 54% de la population active. Elle contribue à hauteur de 40% à la formation de la richesse nationale et génère plus de 20% des recettes d'exportation. Le projet Agri-Mécanique Plus est financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par Cofina. Le leadership féminin au sein des institutions financières, un engagement renouvelé par la Banque ouest-africaine de développement BOAD qui vient d'ailleurs de lancer un nouveau programme au profit des femmes de l'institution. Plus de détails avec Yata Ratem. Le leadership féminin a désormais un visage à la Banque ouest-africaine de développement BOAD. Il s'agit du programme Bienega. Il s'inscrit dans le plan Joliba 2021-2025. Présenté dans ce contexte aux panélistes, il entend améliorer les performances des femmes de la BOAD. C'est un programme sur 3 ans où, en collaboration avec HEC, nous allons enseigner le leadership, les pratiques managériales modernes, actuelles, parce que je rappelle que le leadership féminin, c'est d'abord une question de performance avant d'être une question simplement d'égalité. Le programme Yenega a une marraine, Victoire Toméga-Dobé, Premier ministre et chef du gouvernement du Togo. Dans son message, le Premier ministre a rappelé les efforts du gouvernement en vue de l'épanouissement de la femme. 70% de femmes au Togo sont aux commandes grâce à la politique d'égalité et d'équité genre du chef de l'État, Faure Ezosamna Gnazingbe. Elle a salué l'initiative de la BOAD. Le programme Yenega, parce qu'il met l'accent sur l'éducation, la formation et le leadership, crée une nouvelle génération de leaders femmes à la BOAD, dans un environnement où l'apport des femmes constitue une richesse indéniable pour le financement du développement. Je tiens à saluer le rôle modèle de la BOAD qui, ces dernières années, a pris l'engagement de promouvoir la prise en compte des questions de genre et principalement la promotion des femmes. Je voudrais donc exhorter les autres institutions financières de la place, les grandes entreprises, à lui emboîter le pas. L'exemple du Togo en est une belle preuve. Les institutions de premier plan sont dirigées par des femmes. Je voudrais rendre un hommage particulier et mérité à son Excellence M. Faure Ezosamna Gnazingbe, président de la République, pour son engagement personnel, sa vision pragmatique de promotion du leadership féminin. Les initiatives en faveur de la femme sont multiples au Togo, entre autres l'adoption des codes pénals et fonciers beaucoup plus égalitaires, la révision du code de la famille, l'intensification de la lutte contre les violences basées sur le genre, l'éducation de la jeune fille. Sous le magistère du président de la République togolaise, la représentation des femmes dans les instances décisionnelles a évolué, passant de 23% des femmes en 2019 à 35% en 2021. L'info ce soir, c'est aussi les bonnes pratiques et manières pour clôturer les états financiers de fin d'année. Les chefs d'entreprise sont ainsi invités par l'ANPGF à revoir ce qu'on peut ici appeler les travaux comptables de fin d'exercice. Reportage Edwige Atakba, Abassabi, commentaire Sandra Ziagri. Chef d'entreprise et responsable financier des PME-PMI à la recherche des outils pour la maîtrise de la clôture des comptes. Ils apprennent à mener à bien les travaux des inventaires financiers et à réussir l'établissement des tableaux de synthèse pour le compte de l'exercice budgétaire de leur entreprise. Pour l'avènement justement du CISQUADA révisé, nous avons voulu souligner l'importance de ces travaux de fin d'exercice en passant par, depuis l'élaboration de la balance avant inventaire, en passant par l'établissement du livre d'inventaire jusqu'à la clôture des livres journaux. Donc nous avons voulu démontrer la chronologie des opérations de fin d'exercice. La formation va permettre à ses participants de présenter des finances claires de leur structure. L'initiative vient de l'ANPGF pour aider les PME-PMI à mieux se développer financièrement. La formation vise à former les participants sur les éléments nécessaires et la procédure à suivre pour la clôture des comptes dans les meilleures conditions possibles. L'année prochaine, nous allons également élaborer des thèmes édifiants, très intéressants les uns que les autres, à l'endroit de notre cible.
les PME, PMI, les opérateurs économiques de notre pays. Cette formation sur les travaux de fin d'exercice en mode webinaire met fin aux rencontres dites mercredi de l'entrepreneur pour le compte de l'année 2021. Fin de formation pour le personnel médical et paramédical de la force en attente de la CEDEAO. La médecine d'urgence et de sauvetage au combat était le module à parcourir 2 semaines durant les temps forts de la cérémonie de clôture dans ce reportage de Tchazina Baga. Ces certificats couronnent 2 semaines de formation sur la médecine d'urgence et le sauvetage au combat. Ils attestent des aptitudes pratiques et des connaissances acquises par ces 9 médecins et 15 infirmiers, tous membres de la composante santé de la force en attente de la CEDEAO. Parmi les causes de décès sur le théâtre de guerre, il y a certaines causes qui sont évitables, environ le tiers, et souvent liées à la rapidité des premiers gestes. Et donc ils ont été briefés sur les médecines d'urgence, quelles sont les différentes pathologies en médecine d'urgence à maîtriser. Et on les a aussi formés sur le sauvetage au combat, les différents types de blessures, comment les prendre en charge de façon précoce pour stabiliser le blessé et le ramener rapidement à l'hôpital de référent niveau 2 dans la prise en charge des blessés de guerre. Cette formation va nous aider dans nos différentes prises en charge quotidiennes. Ça va nous permettre de pouvoir prendre en charge tout ce qui est urgence médicale. Voilà. Et maintenant, si nous sommes déployés sur le terrain, ça va permettre de pouvoir évacuer rapidement nos hommes blessés sur le terrain. Depuis sa mise en place en 2004, c'est la première fois que la composante santé de la force en attente de la CEDEAO bénéficie d'une formation. La montée du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la région ouest-africaine en est la motivation. La situation sécuritaire dans notre région nous impose de nous réadapter, de réadapter nos formations pour faire face aux nouvelles donnes. La formation en médecine d'urgence et de sauvetage au combat contribuera de manière non négligeable à atteindre cet objectif. Aussi, votre appartenance à nos différentes armées apportera les expériences requises dans ces armées, aussi dans les opérations de soutien à la paix. La CEDEAO exprime sa gratitude aux autorités togolaises pour les facilités accordées qui ont permis la bonne tenue de la présente session de formation. Gratitude également à la GIZ et à l'Union européenne qui ont apporté leur concours à travers le projet EPSAO. Direction à présent la paroisse Saint-Kizito de Lomé où ce matin, parents, amis, familles, collaborateurs, collègues, le clergé avec à sa tête l'archevêque de Lomé ont prié pour le repos en Dieu de Maître Apollinaire Yarovi Agbouibo Ulrich Amega pour nous faire vivre cette messe d'adieu. Entrée solennelle de la dépouille de Maître Yarovi Agbouibo à Kizito. Debout, autorités politiques, administratives, traditionnelles, religieuses, parents et proches, tous saluent sa mémoire, signe d'une communion d'esprit autour d'un monument qui entre dans l'éternité. Des années durant, Maître Yarovi Madi Agbouibo a consacré sa vie à la promotion de la dignité humaine. C'est un jour d'émotion. On ne peut que lui souhaiter un bon repos. Que Dieu l'accueille dans sa demeure et que brille à ses yeux la lumière sans déclin. C'était quelqu'un de grande conviction, un avocat de grande renommée, pugnace, et c'était un homme de foi. Nous lui souhaitons un repos paisible. Pensons que de là où il se trouve, il continuera de défendre cette cause-là. Homme politique, ardent défenseur des droits de l'homme, fidèle chrétien catholique. L'église famille au Togo se souvient d'un fils, mais aussi d'un citoyen avide de paix. Pour ceux et celles qui l'ont côtoyé de près, Apollinaire était un fils de l'Église qui les a marqués par sa simplicité, sa générosité, sa proximité envers les pauvres et son effacement. L'homme juste ne vit pas uniquement dans les monuments de pierre érigés à sa mémoire. Telle est la foi
qui a animé la vie de notre frère Apollinaire, que se réalise à présent pour lui la promesse du Seigneur son Dieu. Ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Togo, ancien président de la Conférence internationale des barreaux, ancien président de la CNDH, président fondateur du Comité d'action pour le renouveau, car ancien Premier ministre du Togo, Maître Apollinaire Yaovi Madji Agbouibo, quitte ce monde ici-bas. Et comme l'a si bien écrit François Malherbe, la mort a des exigences à nul autre pareil. On a beau la prier, la cruelle qu'elle est, se bouche les oreilles et nous laisse crier. Le corps du Christ au Togo organise le dimanche prochain 12 décembre la 9e édition de la journée nationale de reconnaissance à Dieu. Le corps du Christ invite à méditer le 2e livre des Chroniques au chapitre 7, les versets 13 et 14. Éternel, merci pour tes bienfaits. Marie-Reine Habitat, Antoinette Omao, Vava. C'était il y a 3 ans, le stade de Kégué était plein à craquer. Fidèles chrétiens de tous horizons étaient présents pour exprimer leur reconnaissance à Dieu. Covid-19 oblige, la Journée nationale de reconnaissance à Dieu, édition 2021, va être célébrée dans la sobriété, comme c'était déjà le cas en 2020. L'événement aura lieu en ligne. Nous sommes à la 9e édition. C'est fait sur les lignes, compte tenu de la situation. À chaque fois, nous essayons d'innover, parce que Dieu nous donne l'esprit de la créativité. Et Dieu a permis que nous ayons les lignes, vous avez vu, tous ces lignes seront utilisées. Donc le présentiel sera là, mais nous allons utiliser les réseaux sociaux. Généralement, les obstacles sont des opportunités. Donc nous ne voyons pas que Covid est un obstacle, mais derrière Covid, il y a des opportunités qui nous permettent désormais de rentrer dans les familles, sur les portables, partout. En ligne ou en présentiel, chacun est appelé à louer Dieu à sa manière. C'est à raison que la 9e édition de la Journée nationale de reconnaissance à Dieu appelle la population tout entière à méditer sur ce passage biblique. Éternel, merci pour tes diverses grâces. Depuis janvier jusqu'à là, il a renouvelé notre vie. Nous voulons le dire merci pour ces multiples grâces. À chaque fois que nous disons merci à Dieu, il tourne vers nous la meilleure facette. Si le peuple s'humilie, prie, cherche sa face et se détourne, lui, dans sa grâce, il va aussi les exaucer. Il va aussi les guérir. Pendant ces moments difficiles, qu'il guérisse le pays, qu'il guérisse la nation, qu'il guérisse tous ceux qui sont affectés ou infectés. Rendez-vous donc ce dimanche 12 décembre pour rendre grâce à Dieu depuis votre lieu pour participer à la célébration. Elle sera retransmise sur la télévision togolaise et sur les réseaux sociaux. Le Togo renforce toujours et davantage son dispositif de lutte contre le Covid-19. En image tout de suite, la réception de plus de 150 000 doses de vaccin Johnson & Johnson. Le gouvernement veut ainsi renforcer la stratégie vaccinale. Le film de la réception des doses de vaccin avec Arlette Lerimpo, Marie-Reine Habitat, commentaire Ulrich Amiga. Plus de 150 000 doses de vaccin Johnson & Johnson reçues ce jeudi à l'aéroport international Gnassingbé Yadema de Lomé. C'est le 3e lot du vaccin Johnson & Johnson que le Togo réceptionne à travers l'initiative AVAT de l'Union africaine. Une commande sur fonds propres de l'État. Régulièrement, nous recevons des doses de vaccin, si bien qu'aujourd'hui, nous avons au total reçu plus de 5 millions de doses de vaccin. Le lot que nous venons de recevoir est le 3e lot du vaccin Johnson & Johnson. Et quand vous observez, vous allez constater que nous n'avons plus aucun risque de rupture de stock de vaccins. Le défi actuel, c'est la consommation de cette importante quantité de vaccins. Le rythme auquel nous avons soumis la stratégie vaccinale est destiné à nous permettre de consommer à temps toutes les quantités de doses de vaccins dont nous disposons
ce qui permettra à notre pays d'atteindre très rapidement dans les prochains mois la couverture permettant d'espérer l'immunité collective. C'est le lieu d'inciter tout le monde à se faire vacciner. Un grand merci au chef de l'État, un grand merci à tous nos partenaires. Le meilleur merci va consister en une consommation effective et rapide de tous ces lots de vaccins dont dispose notre pays. À ce jour, plus d'1,5 million de Togolais sont vaccinés à travers l'ensemble du territoire national. La situation à présent de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo à ce jour, du vendredi 10 décembre 2021, la situation se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 26 372, 15 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 937. Le nombre de cas actifs est de 192 et le nombre de décès est de 243. Situation rendue publique ce jour par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Le point de la vaccination au 9 décembre 2021 au Togo par région, par nombre de personnes ayant eu une dose de vaccination et nombre de personnes entièrement vaccinées. Et nous commençons avec le nombre de personnes ayant eu une dose de vaccin. Grand Lomé, 475 728, région maritime, 104 220, région des plateaux, 191 546, région centrale, 136 651, région de la Kara, 233 855, région des savanes, 207 188, soit un total de 1 349 188. Nombre de personnes entièrement vaccinées. Grand Lomé, 410 925. Région maritime, 65 269. Région des plateaux, 82 233. Région centrale, 64 308. Région de la Kara, 110 021. Région des savanes, 77 313, soit un total de 810 069. Le taux de couverture vaccinale, 34% des personnes âgées de 18 ans et plus ont eu au moins une dose. 20% de personnes âgées de 18 ans et plus sont complètement vaccinées. Le nombre de doses de vaccins déjà administrées est de 2 159 257. Situation rendue aussi par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.